Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou les enchanteurs, comment vous allez en ce dimanche matin? J'espère que ça roule pour vous. Hein. En tout cas, pour ce dimanche matin, dimanche 21 avril, troisième dimanche du mois, nous allons avoir donc de très jolies surprises pour cette matinée. Parce que vous savez, chaque troisième dimanche du mois, on a Vera qui est parmi nous pour sa Witchy Planet. Elle va être en live avec nous aux alentours de 10h40 jusqu'à 11h20 à peu près. Et vous savez, en ce moment, elle nous fait le pari magique. Pardon. Et donc, ce qui fait qu'on va encore en prendre plein les mirettes grâce à notre merveilleuse Vera. Mais c'est pas tout, parce que Vera est également présente pour la chronique de Cadarn avec la lettre W. Et elle vous concocte une surprise, parce qu'elle ne sera pas toute seule dans cette chronique. Je ne vous en dis pas plus, c'est Mystère et Boule de Chewing-Gum. En tout cas, moi, je l'ai entendu et je peux vous dire que c'était magnifique. J'ai adoré, j'ai adoré. Donc, un grand, grand bravo aux deux personnes qui ont fait justement cette audio merveilleuse. Franchement, vous verrez, c'est un duo détonnant et étonnant. Franchement, j'ai adoré. Donc, bravo, bravo aux enchanteurs qui ont créé ce contenu. Les enchanteurs se reconnaîtront, hein, parce qu'ils savent qui ils sont forcément. Alors sinon, bah oui, comme chaque dimanche matin, on aura aussi l'immense bonheur de retrouver notre très chère Mimi Mireille avec sa chronique Retour vers le passé. Ah, Retour vers le passé. Et ce matin, Mimi va nous faire découvrir Horus. Mais qui est Horus, hein? Mystère et Boule de Chewing-Gum. Que de belles choses en perspective, va-t-on dire. Et donc, vous découvrirez ça dans quelques minutes. Mais avant ça, il y a du monde sur le chat. Et oui, vous commencez à arriver. Il est 10h01 et forcément, il commence à y avoir des enchanteurs sur le chat. Donc, plein de gros bisous à Mimi qui est parmi nous. Yeah! Plein de gros bisous aussi à Ophélie qui vient d'arriver. Coucou ma petite Ophélie! J'espère que tu vas bien, ma petite Ophélie, hein, et que tout roule pour toi. Il y a également Robert. Hello, Robert. J'espère que ça va bien. Il y a Abyss qui est parmi nous également. Coucou, ma petite Abyss. Venez, les enchanteurs, venez nous rejoindre sur le chat. On n'est pas nombreux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Pourtant, je vois, vous commencez tous à vous connecter. Je vois l'audience. Donc, il faut venir, les amis. Il faut venir papoter. Il faut venir prendre le petit déjeuner. Croissant, pain au chocolat, café, thé, titi quanti, hein. Alors, ce matin, en fin de matinée, vous savez maintenant, comme chaque troisième dimanche du mois, je mets en avant la communauté EzoWitch. Il se passe plein de choses dans la communauté EzoWitch, et donc je fais mes petites recherches. Des fois, je reçois des mails, donc je découvre des choses, et peut-être que certaines choses que je découvre, vous ne les connaissez pas. Donc, vous allez avoir plein de choses, vous verrez tout à l'heure, aux alentours de 11h20, 11h30, pour finir la matinée. Premier événement, bien sûr, aussi. Ce matin, je vais vous passer la diffusion d'une chanson de Rémi Hortz. Rémi a sorti un tout dernier album, magnifique. Un album, franchement, aux petits oignons, et l'album s'appelle Emotional Realize. Alors, désolée pour mon accent tout pourri. Allez, Alina, tu le mérites. Et oui, moi aussi, je mérite les ouin, n'est-ce pas? Et donc, c'est la première fois, vraiment, qu'on entend réellement Rémi Hortz chanter. Et en plus, je trouve que cette chanson est hyper touchante. On sent vraiment l'émotion dans la voix de Rémi. La musique est magnifique, les paroles sont magnifiques, la voix aux petits oignons. Et donc, j'avais vraiment envie de faire découvrir ce matin la jolie chanson qui s'appelle Dans vos yeux de Rémi Hortz, et donc qui est issue du dernier album Emotional Realize. Realize, je sais pas. Mystère et Boule de Chewing-Gum. Vous pourrez me dire dans le chat si vous connaissez l'anglais.
Sinon, hier soir, on a eu une superbe émission hier soir. Hein. On a eu droit... Alors, je peux vous dire qu'hier soir, dans Speak and Spell, il s'est passé un truc. Vous l'avez peut-être pas entendu, je sais pas. Vous n'avez peut-être pas perçu. Mais il s'est passé un truc avec Luc Osios, notamment vers la fin de l'émission. Et ça, je peux vous dire que c'est un passage qui mérite d'être dans un bêtisier. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis quelques jours, là, déjà ? Je suis en train de réécouter presque toute l'intégralité de toutes les émissions qu'on a pu faire depuis le début de l'ouverture de Radio Antasia. Heureusement, j'avais fait des petites notes, mais je compte créer une sorte de montage bêtisier que je diffuserai pour la dernière émission du Réveil des Enchanteurs qui aura lieu au mois de juillet et qui aura lieu le 5... Non, je vous dis des bêtises, je descends. Cette émission spéciale de fin d'année, fin de saison, aura lieu le dimanche 4 juillet. Ce sera la toute dernière émission de la saison, puisqu'après coup, on passe en mode vacances et qu'il n'y aura plus d'émission dimanche matin, notamment. Et donc, il n'y a pas de chronique spéciale pour ce dimanche-là. Il y aura surtout l'actualité de la radio. Qu'est-ce qui va se passer dans la saison prochaine ? Comment vous avez ressenti cette première année sur Antasia ? Est-ce que vous aimez cette radio ? Enfin, vous verrez, il y a plein de choses. Et surtout, le bêtisier. Parce que je me dis, ce serait sympathique de finir la saison avec des bêtisiers. Et j'ai déjà noté pas mal de choses. Notamment, il y a des passages avec Marie Roux, à ne pas oublier, qui sont arrivés à l'antenne pendant le live. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand même plutôt assez comique. Bien évidemment, Isilionne et Mimi Mireille. Alors ça, moi, je les oublie pas. D'ailleurs, en parlant d'Isilionne, il vient d'arriver sur le chat. Coucou mon petit Isilionne. How are you, mon petit Isilionne? Fine? Yes? Donc, j'étais en train d'expliquer que j'allais créer donc un énorme bêtisier de toutes les émissions qui ont été diffusées lors de cette saison. Et ce sera notre nouveau rituel en fin de saison. On fera donc des montages audio. On les diffusera à l'antenne pour la dernière émission de la saison en mois de juillet. C'est toujours comme ça maintenant. Et donc, comme ça, vous pourrez finaliser la saison de manière comique et marrante avant que tout le monde parte en vacances. Ce n'est que du bonheur, n'est-ce pas ? Vous en pensez quoi, les enchanteurs ? Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse un spécial bêtisier de toutes les émissions ? Donc oui, je m'y mettrai. Tout de suite la question, est-ce que... Oui, si. Je m'y mettrai aussi parce que forcément, si je le fais pour les autres, je le fais pour moi-même. On est d'accord. Ce qui est normal. C'est pas parce que j'ai créé la structure que je ne mérite pas non plus d'être dans le bêtisier. Non. Tout le monde y passe et à coup sûr. Si, Zillion, je vais le faire. Ah mais si, Zillion, je vais le faire. Et puis je peux te dire que j'ai des pépites. J'ai des pépites de chez Pépites. Heureusement que je note tout, parce que je pense que j'en oublierai des pépites. Mais franchement, vous êtes magnifiques, quoi. Vous êtes magnifiques. Et encore, on n'est qu'en avril, les amis. On n'est qu'en avril, parce qu'il y a des émissions qui arrivent là, qui promettent aussi du bouillon. Vous allez avoir une énorme surprise dans l'émission de Mimi Mireille. Un enchanteur qui n'a jamais été à l'antenne, et que l'on va découvrir, mais je n'en dis pas plus parce que sinon vous allez deviner de qui je parle, mais c'est juste énorme, quoi. Pour moi, je vous imaginez même pas à quel point je suis émue de savoir que cet enchanteur va être à nos côtés pour cette lame très spéciale. Et je vous dis pas qui va être là parce que sinon c'est du chiquet, sinon c'est pas normal de le dire à l'avance. J'ai pas envie de vous spoiler, mais cette émission promet du bouillon, je peux vous dire. Une émission spéciale sur le tarot de Marseille. Ah, il y a Mulus qui vient d'arriver. Coucou mon petit Mulus. Comment ça va ? Plein de gros bisous à toi et à toute la famille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle semaine. Mon très cher Amulus, il est toujours présent Amulus, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je remarque, une grande majorité des personnes présentes sur le chat, Robert a été le premier ce matin à être connecté. Il est adorable, Robert, on est d'accord. Après, il y a eu Mimi, après, il y a eu Abyss, après, il y a eu Ophélie, après, il y a eu Isilionne, et maintenant, Amulus. Donc, venez. Il est où, Cadarne ? Qu'est-ce qui se passe, Cadarne ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe, Cadarne ? Qu'est-ce qui se passe dans la montagne ? Il n'est pas là, Cadarne. Il est peut-être occupé à autre chose. Alors, Isilionne, j'espère que tu t'es remis de la semaine dernière. Avec Mimi Mireille de la bibliothèque qui a été complètement sans dessus-dessous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un truc de fou la semaine dernière. On a réussi à créer une émission où on vous a intégré dans l'univers et l'ambiance supposée du royaume de votre radio. Et ça, c'est juste beau. Oh,
il y a Adama qui est là. Coucou Poussinet, ça fait plaisir de te voir. Ah oui, autre élément également, hier après-midi, donc, j'ai fait une émission autour du décortiquage du conte de Cendrillon. Cette émission sera en rediffusion mercredi entre 16h et 18h30 parce que c'était une énorme émission, bien sûr. Pour pas changer, non, parce que c'est vraiment la première fois que je fais une émission aussi intense. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'entends mon mari tousser, donc ça m'a perturbée. Bref, donc oui, donc c'était pour vous dire qu'il n'y aura pas de replay de cette émission, donc si jamais vous voulez avoir les cadeaux, le plan PDF avec toutes les sources, tous les petits cadeaux que je vous ai mis dans le OneDrive, l'audio bien sûr, il suffit de me contacter par mail, donc contact@radioantasia.fr. Il y a également, il y a aussi Sylvain qui vient d'arriver. Coucou mon petit Sylvain. Tu vas bien mon petit Sylvain ? D'ailleurs, au passage, je fais de gros bisous à Draco et je viens de m'apercevoir ce matin en me connectant que j'avais totalement oublié de répondre au mail de Draco. Donc c'est pas bien, Lina. Donc Draco, si tu m'entends, ne t'inquiète pas. Je vais répondre à ton mail et je te remercie grandement. En plus, c'est un mail que j'avais partagé à la chouette équipe, mais j'ai totalement zappé de te répondre. Donc c'est pas bien. Alors, il est 10h10 et je vais donc lancer la magnifique chanson de Rémi Hortz. Ensuite, écoutez bien hein, les paroles, la voix, l'univers, l'ambiance. Franchement, ça vaut le détour. Ensuite, on aura la chronique donc de Mimi Mireille avec Horus. Bien sûr, je vais passer votre chouette chanson. Et oui, je te dis bonjour Sylvain. Oui, je t'ai dit bonjour, hein, il me semble. Donc oui, gros bisous mon petit Sylvain, si je t'ai oublié, je suis désolée, mais il me semble que je te dis bonjour. Oui, de mémoire. Oui, donc ensuite, vous avez choisi donc une chanson pour ce dimanche matin dans le top 3. C'est une chanson magnifique des Hobbits. Et donc, on va aller découvrir cette musique ou redécouvrir. Et ensuite, il y aura bien sûr la chronique de Cadarn avec la lettre W, W comme Witch. Et ensuite, on reviendra à l'antenne, bien évidemment les enchanteurs. Et bien évidemment, on aura l'immense bonheur d'avoir Vera. Il y a aussi Vera qui est parmi nous, qui vient d'arriver. Coucou ma petite pupuce. On a hâte de t'entendre tout à l'heure pour le pari magique. J'ai vu son plan, je peux vous dire, ça promet du bouillon également. Donc, trêve de blabla, puisque j'ai bien papoté avec vous. Maintenant, on va lancer la matinée enchanteresse et bien du réveil des enchanteurs. À tout à l'heure les amis, et bonne matinée à toutes et à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Vous le savez maintenant, hein, nous sommes par rapport à ce beau mois d'avril dans le thème de mère-fils et nous sommes déjà le 3e dimanche du mois, je ne vous l'apprends pas. Ce qui veut dire que nous allons parler d'un personnage mythologique masculin. Ce matin, je vais vous parler d'Horus. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous dire dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours, selon les cas. Je vais faire une précision supplémentaire aussi ce matin en vous disant que cela peut arriver que j'écorche certains mots. Je m'en excuse par avance, mais vous le savez, hein, j'ai des fois des problèmes de prononciation. Mais quand ce sera le cas, je vous épellerai les mots pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce que je vais vous dire. Alors, avec Horus, nous allons voyager au cœur de la mythologie égyptienne et là, je pense que je vous apprends rien. Horus est le roi du ciel, il est même une des divinités majeures du panthéon égyptien. Horus est considéré comme le fils de Rê, le frère de Seth, mais également l'ancêtre de tous les pharaons. Il aura une épouse qui s'appelle Hathor. Horus a 2 visages. On peut le voir sous la forme d'Aroëris, le grand, ou encore sous celle d'Harpocrate, le jeune,
Et là, il est vraiment très jeune car il est représenté comme un enfant qui suce son doigt. Horus est le dieu à tête de faucon. Il règne dans l'espace aérien. On dit que ses deux yeux représentent le soleil et la lune. Alors on va voir après pourquoi, le soleil et la lune, mais avant ça, je vais vous dire que Horus, les 3 premières lettres, donc Or, H-O-R, la traduction, ça veut dire faucon. Et là, je vais vous faire une explication entre Horus, le soleil, la lune, le faucon. En fait, pour les Égyptiens, le ciel est associé au faucon. C'est, vous savez, le faucon que l'on voit planer au-dessus de la tête, et par extension, il devient le ciel. Et les yeux du faucon sont la lune et le soleil. Donc on peut dire que Horus se confond avec le ciel en fin de compte. Mais il est également le gardien des lois et le pasteur du peuple. Pour d'autres encore, Horus devient le fils d'Isis. Alors Isis, c'est une grande déesse égyptienne. Elle est la déesse de la magie, de la fertilité, de la maternité, de la guérison, de la renaissance. Et Osiris, alors le papa d'Horus, lui est aussi un dieu qui a une grande importance car il est le dieu de la mort et de la résurrection. Alors une légende nous raconte Seth alors est un dieu que l'on peut dire assez complexe car il est le dieu du ciel, du désert, mais aussi des tempêtes, de la discorde, de la guerre. En fin de compte, rien n'est facile et rien n'est simple avec Seth. Et notre ami Seth tua son frère Osiris. Grâce à sa magie, alors là on peut vraiment voir la puissance de la déesse Isis, car elle réussit à être fécondée par Osiris post-mortem. Et de cette fécondation va naître Horus. Horus aura une enfance clandestine dans les marais du delta du Nil, très loin de Seth, et c'est préférable d'ailleurs. Et grâce, en fin de compte, notre ami Horus, grâce à toute la puissance et la magie de sa maman Isis, il sera vraiment protégé pendant toute son enfance, et Seth ne saura même pas qu'il existe en fin de compte. Mais Horus grandit, et arriva le temps de venger son papa. Alors, et comment? Par le combat. Le temps du combat est venu. Et pour récupérer son héritage, Horus devra lutter contre son tonton Seth. Pour récupérer ce fameux héritage d'Osiris. À la suite de son forfait, il va perdre un œil, la lune. Thoth, alors le dieu lunaire de Khnemenu, K-H-E-M-E-N-O-U, pour faire le OU, qui est également le dieu des scribes, de la langue. On en avait déjà parlé de ce fameux dieu, qui est également le messager des dieux. Vous savez, il est représenté avec un corps d'homme et une tête d'ibis le plus souvent. Il va apprendre que notre ami Horus va perdre un œil, et l'œil de la lune, il va tout faire pour lui rendre. Et le combat est sans fin. Alors les dieux décident d'intervenir d'autant plus, et les deux adversaires vont exposer leurs ressentis. Seth, évidemment, va contester la légitimité d'Horus. Il affirme même qu'il n'est qu'un bâtard.
Horus nie et soutient qu'il n'est pas un bâtard et qu'il est bel et bien le fils d'Isis et d'Osiris. Il faut trancher. Et comment on va faire ça? Eh ben, on admet déjà qu'Horus est le maître du delta. Quant à Seth, il restera le maître de la Haute-Égypte. Horus est en lien avec la lumière et notre ami Seth est en lien avec les ténèbres. Horus deviendra Arsomtus, alors H-A-R-S-O-M-T-O-U-S. Arsomtus, ça veut dire Horus qui réunit les deux pays. Ou encore Orpaneptaoi, alors je vais également vous l'épeler, H-O-R-P-A-N-E-B-T-A-O-U-I, et ça, cela veut dire Horus, le maître des deux terres. Alors, ainsi s'achève l'audio de ce matin. Si vous voulez plus d'informations concernant ce dieu Horus, s'il vous convient, s'il vous parle, je vous invite à faire vos propres recherches et vraiment vous l'approprier. Alors, j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, je vais vous éviter toujours mon même laïus, mais je les ai trouvées dans le livre Le Larousse de la mythologie du monde de Fernand Comte. Maintenant, je pense que vous le connaissez, à force que je vous en parle de ce livre. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à dimanche prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Cadarne vous raconte la Bretagne de A à Z. W comme Wish. Lorsque le brouillard envahit la vue et l'esprit, seuls restent intacts les souvenirs de l'enfance, mémoire colorée, presque édulcorée du passé. Comme chaque jour, elle se lève au chant du coq, juste avant que les premiers rayons du soleil n'effleurent les champs de blé de son père. Ici à la ferme, elle danse au rythme de la vraie vie, loin des cloches de l'église du village et loin des moqueries des autres enfants. Nous sommes en un temps où l'éducation se fait les mains dans la terre. Toujours fidèle à son rituel, elle se rafraîchit le visage, s'habille, chipe quelques morceaux de pain encore chauds, puis se dirige vers l'orée du bois, à 2 pas de la maison. Assise là, elle échange des nouvelles avec ses amis invisibles et savoure le petit déjeuner traditionnel en leur compagnie. Un matin ordinaire dans la vie d'une sorcière qui s'ignore. Jusqu'à ce jour où le coq a cessé de chanter, où les blés jadis fièrement dressés se trouvèrent désormais submergés par les herbes folles et indomptées. Son père est parti, la laissant livrée à elle-même. Seule dans cette nouvelle réalité désolée, elle sent néanmoins une présence rassurante émanant des ombres envahissantes de la forêt. Une silhouette se dessine parmi les feuillages, d'abord floue, puis de plus en plus distincte, révélant une majestueuse louve au pelage d'un blanc immaculé. Ses yeux, d'un vert émeraude hypnotisant, brillent d'une sagesse millénaire et d'une bienveillance apaisante. Interrogée sur son identité, la louve répond d'une voix profonde et envoûtante. Certaines m'appellent la guide, d'autres me nomment Flash. Je suis là pour toi, mon enfant, envoyé par le petit peuple pour te montrer le chemin à suivre dans ces heures sombres et incertaines. D'ici à ce que tu trouves cette route lumineuse, tu te feras appeler Naya. Naya la Noire. Résumé plein de mystères. Dans les ruines du château des Rieux, à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, une femme surnommée Naya la sorcière, ou Naya Karmadec, aurait vécu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Sa présence a marqué les esprits locaux,
notamment après la publication de 7 cartes postales la représentant dans la série Mœurs et coutumes bretonnes par Nordine. Dans les récits du journaliste et écrivain français Charles Géniaux, une enquête sur Naya Kermadec émerge dans les pages du Wide World Magazine en octobre 1899, puis dans son livre La vieille France qui s'en va, paru en 1910. Installé à l'hôtel Le Cadre de Rochefort-en-Terre, Géniaux plonge dans l'histoire captivante de la sorcière en interrogeant les habitants locaux, avant de la rencontrer en personne. Selon ses recherches, la femme aurait vu le jour dans la commune voisine à Malensac, descendant d'un père réputé pour ses talents de guérisseur. Son nom, Naya, pourrait être empreint du gallo signifiant noir, tandis que son nom de famille, Kermadec, évoqué uniquement dans sa première enquête, aurait été une invention de Géniaux pour accentuer l'authenticité régionale, comme le suggère Stéphane Batigne, traducteur et éditeur de l'article. En dépit de son aura mystérieuse, Naya se révèle être une femme instruite, sachant lire, écrire et possédant une connaissance profonde des plantes. Dans les écrits de Charles Géniaux, Naya y apparaît comme une figure légendaire, habitante des ruines mystiques du château de Rochefort. Les anciens se remémorent son existence enracinée dans les contes magiques, décrivant une silhouette intemporelle, immuable au passage des âges, suggérant ainsi l'immortalité de Naya. Géniaux dépeint avec précision son apparence singulière, une femme à la fois robuste et vieillie, ses mains charnues contredisant les marques du temps sur son visage. Ses yeux, d'un blanc laiteux, semblent dissimuler une clairvoyance extraordinaire, capable de percevoir les moindres détails malgré leur apparence voilée. Elle évoque un mystère envoûtant, maniant un bâton ferré avec une présence imposante. Les rumeurs populaires entourent sa personne, attribuant des pouvoirs surnaturels tels que l'ubiquité, la divination à travers la lecture des lignes de la main, l'invocation d'un démon nommé Nyami et une insensibilité au feu, maniant les tisons sans crainte. Naya demeure ainsi une énigme enracinée dans les légendes captivant l'imagination des générations. Le départ. À travers les méandres du temps, la petite fille a cédé la place à une vieille femme, façonnée par les murmures des rumeurs et les échos des légendes anciennes. Seule dans son mystère, elle a vieilli en compagnie des ruines silencieuses du château, gardien muet de ses secrets. Un soir d'hiver, lorsque la fatigue et le froid se sont mêlés et que son esprit a commencé à se détacher de son corps, une porte s'est ouverte devant elle, laissant échapper une nuée de papillons d'un bleu royal étincelant. Au seuil de cette porte, la louve majestueuse, toujours aussi belle, toujours aussi immaculée. « Mon enfant !» murmure la louve, d'une voix empreinte de douceur et de puissance. « Il est temps pour toi de me rejoindre. De Naya la Noire, errant dans les ténèbres à la recherche de la magie des temps révolus, te voici maintenant Gwen la Blanche, prête à éclairer ce nouveau monde qui s'offre à toi. Viens, suis-moi, et que la bienvenue te soit offerte à Antasia. » En conclusion. Alors, en conclusion, Abyss. Ouais, c'est chez Pisking, hein? Et donc, nous, on espère que ce duo alsacien, pour des Bretons en plus, c'est quand même un comble, hein, et il vous aura plu. Ils sont à l'autre côté, hein. C'est ça, c'est juste de l'autre côté de la France, là, la France de l'intérieur. Ouais, au plat Kenafo, hein. Alors Kenafo ou alors Pispal. Mais Kenafo avec un V ou avec un F? Mais avec un F, Ferra. Avec un F, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, Ferra avec un F et puis Abyss avec un P. C'est bien connu. Tout à fait, mais tout à fait. Hop là, écoute, on espère qu'ils vont comprendre quelque chose à notre conclusion, hein, les gens de la France de l'intérieur, parce que c'est pas gagné, hein, moi je te le dis. Hein. Ça j'en doute pas, ils sont pleins de... Il y a de la bonne volonté. Il y a de la ressource, il y a du potentiel. Toujours. C'est sûr. Moi, je dis, Radio Antasia, c'est une super communauté avec des gens bienveillants. Et puis, en plus de ça, c'est ouvert à tout le monde, même aux Bretons. C'est quand même fantastique. Oui, formidable. Bon, on vous fait tous des gros poutou-poutou. Bisous. Merci beaucoup. Voilà, un beau dimanche à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 10h40 et j'ai en ma compagnie une merveilleuse enchanteresse. Coucou jolie enchanteresse. Coucou! Oh que c'est beau de t'entendre. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Cool. Merveilleuse Eh ben écoute, Vera. coucou Alina et coucou à tous les enchanteurs. Franchement, je profite de t'avoir à l'antenne ce matin pour vous dire un grand bravo à tous les trois, à Cadarn pour la création de cette jolie chronique, comme à l'accoutumée, mais surtout ce magnifique duo avec Abyss, c'était vraiment une belle surprise. Chapeau. Ouais, bah moi ça m'a fait super plaisir et c'est vrai qu'on a fait une bonne équipe. Voilà, donc voilà, c'est la réunion magique de la Bretagne et de l'Alsace. Il y a beaucoup de points communs d'ailleurs entre les peuples des extrémités. Ah, c'est dingue ça. Eh oui. Ce serait intéressant un jour, pourquoi pas, de montrer cette corrélation. Mais d'ailleurs, on dit toujours en fait quand tu vas en Bretagne, tu retrouves tous tes voisins. Tous les étés. Et oui, parce que les Alsaciens adorent la Bretagne. Alors, je ne sais pas si dans l'autre sens, les Bretons adorent venir en Alsace. Je pense qu'il leur manque un peu la mer, mais non, il y a beaucoup d'acquaintances, je pense beaucoup de points communs à faire entre les deux cultures. Alors, peut-être, en tous les cas, dans le côté, voilà, un petit peu barré dans leur culture, dans leur histoire et aussi, on va dire, un peu dans leur identité, ouais. Alors peut-être, dit-on, une future émission ou chronique spéciale Witchy Planet autour de ça. Peut-être. Pourrait... C'est une piste à creuser. Très intéressante, Alina, ouais. Totalement. Et donc ce matin, tu viens pour ta Witchy Planet comme chaque 3e dimanche du mois. Et en ce moment, tu nous fais découvrir l'univers magique de Paris, donc le Paris magique. Et j'ai vu ton plan, ma très chère Vera, c'est oh my god. Comme à chaque fois, je remarque. C'est beau. Hein, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'envoie avec grand plaisir. Et comme je le dis toujours, en fait, moi, je le fais avant tout pour moi. Alors, il est riche aussi en illustrations parce que c'est ce qui me permet en fait aussi un peu de rentrer dans le sujet en visualisant en fait des lieux que je connais pour la plupart et des lieux que je ne connais pas pour certains. D'accord. Et je pense sincèrement, donc là c'est un message que je lance à Roxane. Franchement Roxane, demande les PDF de notre très chère Vera, tu seras étonnée et émerveillée. Alors c'est parti. Alors Roxane, elle doit bien connaître, oui effectivement, puisque c'est son lieu de vie. Totalement. Et donc ce matin, on part dans le 4e arrondissement de Paris. Et oui, la dernière fois, on était parti dans le 1er pour découvrir le quartier du Louvre. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le 4e arrondissement, qui est un arrondissement, un quartier qui est très connu, qui est très touristique. Il se trouve sur les rives droites de la Seine. Et c'est là où vous allez retrouver notamment l'Hôtel de Ville, mais aussi l'île Saint-Louis, l'île de la Cité. Et il est particulièrement connu et apprécié des Parisiens pour son célèbre quartier du Marais, qui est l'un des plus beaux et l'un des plus vieux quartiers de la capitale. Et dans ce quartier, pour ceux qui connaissent, vous allez y trouver beaucoup d'animations, beaucoup de boutiques, beaucoup de bars, de restaurants. Et évidemment, ce quartier, il tire son nom des anciens marécages sur lesquels il a été construit. Mais dans le 4e, outre le Marais, vous allez aussi trouver le Centre Pompidou, qui est un centre d'art contemporain, d'art moderne. Et puis aussi la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Donc autant vous dire que l'ennui n'a pas sa place dans ce coin de Paris. Voilà, donc du coup, moi ce que je vous propose ce matin, c'est de faire des choix. Oui, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à voir dans le 4e arrondissement. Mais ce que je vous propose en fait, c'est de donner, on va dire, à cette balade dominicale ésotérique une thématique, une coloration un peu particulière. J'aimerais vous parler d'alchimie. Et oui, parce qu'en fait, le 4e arrondissement, c'est le lieu de vie d'une figure emblématique de l'ésotérisme. Alina, tu vois de qui je parle ? Bien sûr, qui ne connaît pas la figure énorme de l'alchimie. Tu veux que je le donne oui, avec plaisir, vas-y. Attention les amis, ouvrez bien grand vos oreilles. Eh bien c'est Nicolas Flamel. Wow!
Et oui, le fameux Nicolas Flamel, dont nous allons creuser ce matin l'histoire et la légende, qui sont intimement liées. Mais avant de vous parler de cet illustre personnage, j'aimerais vous planter un peu le décor en vous parlant d'alchimie. Alors vous, je sais pas, mais moi, l'alchimie, j'ai mis un peu de temps à y voir clair. Parce qu'en fait, quand on parle d'alchimie, on parle comme ça basiquement de la transformation du plomb en or. En fait, l'alchimie recouvre une richesse de notions qui est absolument fantastique. Et donc, je vais essayer modestement ce matin un petit peu de vous donner une définition un petit peu plus développée et puis de revenir un peu sur son histoire. Est-ce que toi, Lina, l'alchimie, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Alors, à la base, je suis comme toi et je pense nombreuses de personnes, l'alchimie n'a jamais été un sujet qui me passionne. Étrangement, pourtant je suis fan d'Harry Potter, j'adore l'histoire autour de Nicolas Flamel, mais en fait, ce qui m'a fait entrer dans l'alchimie, c'est à force d'être passionnée par les contes et de me rendre compte qu'il y avait énormément de clés alchimiques dans les contes. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, autant de clés alchimiques dans les contes, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être creuser autour du symbolisme et de tout ce qu'on en dit de l'alchimie. Donc, ah ouais, mais ça c'est passionnant et ça tu pourrais peut-être nous en parler un jour. Ah bah oui, alors je fais des émissions spéciales chaque 3e samedi du mois. Oui, sur les contes, ouais. Tout à fait, donc je décortique. Alors je développe pas vraiment tout le côté alchimique parce qu'il y a énormément de vidéos qui parlent de ça et je trouve que c'est un petit peu redondant. Moi je m'oriente plus sur le côté psycho, astrologie, archétype, bien sûr. Et puis surtout on révèle des choses au niveau des symbolismes. Donc c'est assez passionnant à faire comme travail et à retranscrire. Mais quand on fait ces recherches autour des contes, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses autour de l'alchimie. Et c'est ça que je trouve dingue. Mais ça me surprend pas du tout parce qu'en fait, c'est vrai que l'alchimie, on va dire, y coller plein d'étiquettes, mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement riche, qui englobe en fait tellement, qui recouvre finalement, on va dire, tellement de domaines, tellement de disciplines que du coup, ça me surprend pas du tout qu'on va retrouver ça dans les allégories des contes. Donc voilà comment je suis entrée dans l'alchimie, entre guillemets, parce que je suis pas du tout une pro. Donc je vais te laisser nous faire découvrir ça ce matin alors. Oui, alors on va peut-être commencer basiquement par la définition du dictionnaire. Alors selon le Larousse, l'alchimie, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Et quant au Robert, lui, il nous dit que l'alchimie, c'est une science occulte en vogue au Moyen-Âge, née de la fusion des techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. Un synonyme pourrait être l'hermétisme, et au sens figuré, l'alchimie peut être traduite par transformation ou transmutation mystérieuse. On parle notamment aussi de l'alchimie des corps. Donc voilà pour la définition du dictionnaire. Alors, comme tu le disais, Alina, c'est vrai qu'alchimie, on va aussi penser à Harry Potter, puisque c'est dans cette œuvre récente que l'alchimie a été remise un petit peu au goût du jour et finalement a été peut-être aussi découverte par les plus jeunes générations. En fait, il faut savoir que l'alchimie, c'était une science, ou plutôt, je dirais même une métascience, qui a évolué à travers les âges et a revêtu à chaque fois, on va dire, des orientations un petit peu particulières. Mais tout à l'amorce, c'est vraiment en fait une science qui regroupait finalement un ensemble de disciplines, un ensemble de savoirs divers et variés. Et en tous les cas, tout au long du temps que je vais vous détailler un petit peu après en vous contant l'histoire de l'alchimie, on peut dire qu'en tous les cas, les alchimistes ont cherché à accomplir 3 choses. La première, c'était de trouver le moyen de transformer des métaux simples, comme le fer, le plomb, l'étain, en métaux précieux, comme l'or ou l'argent. Ils ont cherché aussi, en second lieu, à composer un élixir d'immortalité. Et enfin, certains ont tenté aussi de créer un homoncule, c'est-à-dire un être artificiel de petite taille. Mais nous y reviendrons à travers l'histoire que je vais vous conter juste après. Juste avant, un peu d'étymologie. Alors, alchimie viendrait
Donc là, toujours, l'étymologie est discutée, mais ça, c'est habituel. Et le mot alchimie viendrait de l'arabe alchimia, qui vient lui-même du grec ancien kéméia, qui désignait, on va dire, la chimie dans son acceptation moderne, ou bien du grec koumeia, qui désigne un mélange, une mixture. Et le terme d'alchimie apparaît en fait dans le vocabulaire français au XIVe siècle par le latin médiéval alchemia. Donc voilà pour la parenthèse étymologique. Concernant l'histoire de l'alchimie, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pratique qui est très ancienne et qui visait donc à recréer des substances précieuses, comme je vous le disais, à l'aide de recettes et de matériaux de transformation, tels que la fameuse pierre philosophale. Donc l'histoire de l'alchimie, elle est souvent obscure, aussi obscure que les secrets que les alchimistes souhaitaient découvrir, et elle va prendre véritablement son essor dans l'Égypte gréco-romaine du 1er au 7e siècle de notre ère. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'alchimie, finalement, à travers les âges et à travers toutes les nombreuses cultures anciennes qu'elle a irriguées, amenait en fait les penseurs à se poser les questions qui relevaient en fait de la philosophie naturelle, puisque c'est, on peut dire, un autre synonyme de l'alchimie, la philosophie naturelle. Et ces questions qu'ils ont tenté, on va dire, de percer, c'était justement comment les choses naissent-elles, ou encore comment est-ce qu'on pouvait transformer une certaine chose en d'autres choses, et de quoi finalement les choses étaient faites. Voilà les questions qu'ont tenté, on va dire, les alchimistes de percer. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire de l'alchimie, je vous disais que c'est né à partir du 1er siècle de notre ère. Après cette période-là, l'alchimie, à la période, on va dire, de la Renaissance, va connaître une nouvelle ère. Donc, c'est véritablement avec la perte en fait des textes anciens et leur redécouverte à la Renaissance que l'alchimie va disparaître en fait pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire entre le 7e siècle et la Renaissance. Et c'est avec l'ère moderne, donc qui va conduire à la révolution scientifique, donc entre 1500 et 1700, qu'il y a un renouveau de l'étude de l'alchimie qui va se produire. Donc là, les alchimistes ont tenté toujours de fabriquer de l'or à partir de métaux communs, mais l'alchimie va aussi s'intéresser, va aussi développer, on va dire, de nouveaux savoirs dans des applications comme la médecine, avec Paracels notamment, puisque le but c'était d'améliorer des médicaments. Et une autre nouvelle voie de l'alchimie va se développer au cours de cette période. Ça va être, on va dire, la voie purement philosophique, puisque les penseurs de l'époque vont prendre les principes de l'alchimie comme une allégorie justement. Et donc, notamment, les alchimistes eux-mêmes vont utiliser de plus en plus un langage allégorique et métaphorique pour leurs recherches et leurs ingrédients. Donc, on va voir apparaître dans leur vocabulaire des mots tels que mariage, naissance et mort pour décrire les processus alchimiques. Et la triade de substances si chères aux alchimistes, à savoir le mercure, qui représente la volatilité, le soufre, qui représente la combustibilité, ou le sel qui représente la stabilité, fut même à cette époque assimilé à la Sainte Trinité du christianisme. C'est à ce moment-là que l'alchimie va même être considérée comme une méthode pour atteindre le salut de l'âme, pour atteindre sa rédemption. À cette époque aussi, donc l'alchimie fut de plus en plus associée à la basse magie, elle-même associée évidemment au diable. Et donc, de nombreux alchimistes vont être dénoncés comme des fraudeurs, puisqu'on les a pris, pour certains, la main dans le sac en train de vendre de l'or qui n'en était pas. Et certains alchimistes, d'ailleurs, vont même tenter de fabriquer un être humain en réunissant certaines substances. Et celui qui, notamment, s'est illustré dans cette discipline, c'est un personnage que vous connaissez tous très bien, ou en tous les cas, dont on a souvent parlé sur les ondes de la radio, c'est Paracels, qui était médecin et alchimiste. Donc Paracels, il est né en 1493, il est mort en 1541. Et je vais vous donner sa méthode
pour créer donc un homoncule, donc ce fameux être miniature. Alors je cite, hein, qu'on mette le sperme d'un homme à pourrir dans une courge avec du Venter equinus. Alors, Venter equinus, c'est en fait du crottin de cheval. Hein. Donc, du Venter equinus en état de putréfaction avancée pendant 40 jours, ou jusqu'à ce qu'il commence à vivre, à bouger, à s'agiter, ce qu'on peut voir facilement. Passé ce délai, il y aura quelque chose ressemblant à un être humain, mais transparent et sans forme. C'est un peu creepy, hein, c'est un peu bizarre. Hein. Donc voilà, typiquement, l'applicatif de l'alchimie dans le domaine de la médecine. Alors, Paracels, on a fait des applicatifs beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus parlants et beaucoup plus efficaces. Hein. Ça relève effectivement de quelque chose d'un petit peu plus, ça c'est un peu le paroxysme quand même, on va dire, hein, la création de l'homonculus. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse par rapport à Paracels. Que vous dire encore par rapport donc justement à l'histoire de l'alchimie. Donc ensuite, passer cette période de la Renaissance avec justement l'ère moderne et cette révolution scientifique qui commence à pointer le bout de son nez. Au XVIIe siècle, eh bien, l'alchimie n'est pas tout à fait morte, puisque même certains scientifiques éminents de l'époque, comme Isaac Newton, va mener des expériences approfondies alchimiques. Et il va même d'ailleurs créer son propre laboratoire d'alchimie, Isaac Newton. Donc Isaac Newton, c'est 1642-1727. Ensuite, tout au long du XVIIIe siècle, l'alchimie va continuer d'être pratiquée, notamment en Europe centrale, et connue avec la franc-maçonnerie. Donc, elle va, avec la franc-maçonnerie, gagner en popularité. Mais les jours de l'alchimie commencent à être comptés puisque les savants et les scientifiques vont faire de nouvelles découvertes à la fin du XVIIIe siècle, notamment les éléments intransmissibles, ce qui va devenir plus tard notre fameux tableau périodique, et ce qui va détruire en fait les fondements de l'alchimie. À ce moment-là, les scientifiques vont se tourner désormais vers l'avenir, vers la technologie, plutôt que de se concentrer sur le passé, sur les textes anciens pour tester leurs hypothèses sur le monde qui nous entoure. Et on peut dire aujourd'hui que les alchimistes du passé, si nous voyaient jouer en laboratoire avec les protons, les neutrons, faire de la physique nucléaire, créer des métaux comme la fibre de carbone ou produire des diamants synthétiques, eh bien, ils seraient sans doute stupéfiés par cette avancée. Mais on peut dire véritablement que l'alchimie, qui finalement, on va dire avec l'ère moderne, a été détachée de la science, alors qu'à l'époque, elle recouvrait, on le disait, un ensemble de choses, de la philosophie, de la médecine, mais aussi d'ailleurs un côté très ésotérique, hein, parce que bien souvent, les alchimistes, ils vont utiliser pour leurs expériences alchimiques, bien évidemment, des équipements, hein, comme des creusets dans lesquels ils vont chauffer les différentes substances, ils vont utiliser des fours, ils vont utiliser des tubes, des béchères en verre, ainsi que des appareils de distillation. Mais ils vont aussi y introduire souvent un élément mystique. Donc, de nombreux alchimistes pensaient non seulement qu'il fallait trouver la bonne combinaison de substances, mais aussi que les expériences devaient être menées à des moments précis. Et c'est là que les horoscopes, différents sortilèges et incantations vont véritablement faire partie de l'arsenal des connaissances de l'alchimiste. Donc, très très clairement, à cette époque-là, on peut rapprocher l'alchimie de la sorcellerie. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de l'alchimie. J'espère que ça a été clair pour vous et que je ne sais pas, est-ce que ça a été clair pour vous d'ailleurs, Alina? Dis-moi. Écoute, c'était aux petits oignons. Moi, j'en ai pris plein les mirettes. Et en plus, de savoir que tu as parlé de Nicolas Flamel, c'est d'autant plus touchant parce que forcément, je suis fan d'Harry Potter, mais surtout que Nicolas Flamel est passé par Lyon. Et il se passe, il y a une légende autour de Nicolas Flamel et de Lyon. Je ne sais pas si tu la connais. Ah non, pas du tout.
il aurait a priori, donc, lors d'un de ses séjours, déposé un diamant très très rare, d'une valeur inestimable. Donc c'est un trésor énorme et de très nombreux chercheurs ont tenté pendant des siècles à essayer de retrouver ce fameux diamant qui se serait situé a priori, selon la légende, rue de la Juiverie à Lyon. Donc c'est quelque chose en fait en tant que Lyonnais que l'on a en nous. C'est un petit peu comme, comment il s'appelle, le spirit, Alan Kardec. Kardec. Voilà, on a en nous, en tant que Lyonnais, des traces comme ça ésotériques qui sont ancrées sans le savoir. Hein. Et le fait que tu parles de Nicolas ce matin, c'est très émouvant pour moi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, de voir justement que ces illustres personnages ont sillonné à travers la France et qu'on va retrouver un peu comme Nostradamus aussi, hein, dans une autre époque, mais on va retrouver leurs traces un peu partout dans des lieux qu'on connaît en fait. Et c'est ça qui est effectivement, comme tu le dis, qui est émouvant, quoi. Totalement, ma très chère Vera. Eh bien, écoute, Alina, tu me fais une magnifique transition pour vous parler justement de cette figure emblématique de l'alchimie qu'est Nicolas Flamel. Alors, Nicolas Flamel, comme je vous disais, beaucoup de jeunes générations l'ont découvert à travers Harry Potter, mais en fait, il a vraiment existé. Et c'était un personnage illustre de la vie parisienne au XIVe siècle. Donc, il est né vers 1330-1340. On n'est pas tout à fait sûr de sa date de naissance. A priori, à Pontoise, près de Paris. Alors, dans un contexte où la peste noire de 1348 va emporter plus d'un tiers de la population européenne, et sa vie va s'écouler à Paris pendant la guerre de Cent Ans et différents autres conflits. Donc, voilà, donc dans des temps, on va dire, assez obscurs. Alors, Nicolas Flamel, il a la chance de naître dans une bonne famille qui va pouvoir lui payer des études et qui va subvenir à ses besoins. Donc, il sait lire, il sait écrire, il sait parler le latin. Et il va recevoir une éducation de clerc qui, en plus du soutien financier de ses parents, va lui permettre de s'émanciper très tôt en devenant écrivain juré à Paris, probablement vers 1368. Alors, écrivain juré, donc la qualité de juré vient du fait qu'à l'époque, il a dû prêter serment à l'université et il faisait donc partie de la catégorie très privilégiée des, je cite, libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains et lieurs de livres, tout genre de métiers appartenant aux diverses sciences et connus au Moyen-Âge sous l'appellation générique de clerc. Donc, il dépendait de l'université et non de la juridiction du prévôt de Paris, comme les autres marchands. Et donc, il était à ce titre exempté d'impôts. L'impôt, notamment, à l'époque, s'appelait la taille. Voilà, donc après avoir prêté serment, il va acquérir sa première échoppe adossée à l'église Saint-Jacques de la Boucherie dans la rue des Écrivains. Et cette échoppe, elle était minuscule parce qu'elle faisait 1,60 m de long pour 70 cm de large. Il faut s'imaginer le truc, hein. Et pour autant, le succès est au rendez-vous. Donc, il a pas mal de clients et notamment, il va aussi être enseignant pour les enfants, on va dire, de personnes aisées, pour leur apprendre justement à lire et à écrire. Donc, avec justement ce succès, il va pouvoir acheter une maison juste en face de son échoppe, au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux. Donc, c'est justement cette rue qui va devenir, qui est aujourd'hui en fait la rue Nicolas Flamel, qui va être nommée comme telle en 1851. Et donc, dans cette maison, il va y habiter, il va y installer son atelier qui s'appelle la Fleur de Lys. Et cette maison, décorée de gravures et d'inscriptions religieuses, portait la maxime « Chacun soit content de ses biens, qui n'a suffisance, il n'a rien ». Et c'est ce qui témoigne en fait de l'aisance financière qu'il avait, mais aussi d'une certaine humilité. Alors aujourd'hui, cette maison, vous ne pourrez pas la voir, elle est disparue, puisqu'en fait, elle a été recouverte par la rue de Rivoli. Et donc, voilà, cette rue de Rivoli va recouvrir cette partie de l'ancienne rue des Écrivains, l'emplacement de la maison de Flamel et puis une majeure partie de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dont il ne reste que la tour Saint-Jacques, mais dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc vers 1370, il va épouser une femme deux fois veuve, et qui était assez fortunée, qui s'appelle Pernelle. D'ailleurs, il y a aussi une rue Pernelle qui n'est pas très loin de la rue Nicolas Flamel. Et en 1372, ils vont se faire un legs mutuel de leurs biens. Et d'ailleurs, Pernelle va exclure de son héritage sa sœur et ses enfants. Donc, eux-mêmes sans enfants, les deux époux Flamel vont commencer à financer des œuvres et constructions pieuses. Alors, je précise, on va dire, ces actes-là, parce qu'en fait, finalement,
on connaît de la vie de Nicolas Flamel, on va dire dans les traces objectives et réelles, beaucoup en fait justement d'actes administratifs comme justement ses legs, comme leur mariage, comme le testament aussi de Nicolas Flamel qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est finalement vraiment à travers uniquement ces éléments-là qu'on peut retracer sa vie. Tout le reste, ça n'est finalement que légende. Donc Nicolas Flamel coule des jours heureux avec Pernelle lorsque justement cette fameuse légende va s'inviter dans sa biographie. Une nuit, alors qu'il dort paisiblement, Flamel va faire un étrange rêve. Un ange va lui apparaître, un mystérieux livre à la main. L'ange lui dit alors « Flamel, observe ce livre. Pour l'heure, tu n'y entends rien. Personne ou presque ne le peut. Mais un jour, tu y verras ce que nul ne saurait y voir. » Et tout d'un coup, l'ange disparaît dans un nuage d'or et Flamel oublie ce curieux rêve. Jusqu'au jour où, se rendant comme d'habitude dans l'une de ses échoppes, un beau jour de tempête, bah oui, il faut toujours qu'il y ait un petit peu, on va dire, une aura un peu mystérieuse à cette journée, un homme se présente à lui portant un mystérieux paquet sous le bras. L'homme, manifestement sans le sou, le supplie de lui acheter ce qu'il a enveloppé dans un vieux morceau d'étoffe. Et Flamel va reconnaître avec stupeur le livre qu'il avait vu en rêve et il le lui achète. Ce livre, doré et fort vieux, à la couverture de cuivre, n'était pas fait de papier ou de parchemin comme les autres livres de l'époque, mais d'écorce d'arbrisseau. On dit qu'il était composé de 3 fois 7 feuillets, c'est-à-dire 21 pages. Il comportait des caractères étranges et indéchiffrables, des figures et des lettres sans doute issues de langues anciennes. Sur le premier feuillet, on trouve le titre « Le livre d'Abraham le Juif, prince, prêtre lévite, astrologue et philosophe, à la gente des Juifs, par l'ire de Dieu, dispersé aux Gaules. Salut. » Et pendant 21 ans, ce qui correspond en fait au nombre de feuillets du livre d'Abraham, lui et sa femme Pernelle auraient tenté de le déchiffrer, mais en vain. Flamel aurait croisé le chemin de Maître Anselme, un alchimiste reconnu de l'époque, qui lui aurait inculqué certains rudiments de l'art hermétique, mais pas suffisamment pour décoder la totalité du livre. Du coup, il va décider de partir en pèlerinage en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans l'espoir d'y trouver là-bas l'aide de la divine providence, son précieux livre sous le bras. Et là, il va y rencontrer Maître Canche, qui est un marane. Alors un marane, c'est un juif d'Espagne qui est converti au christianisme et qui, en secret, conserve toutes les pratiques et croyances juives. Canche va reconnaître immédiatement l'ouvrage, un ouvrage sacré que son peuple connaît bien et croyait perdu pour toujours. Le maître va accepter d'enseigner ses savoirs à Flamel en échange de pouvoir étudier le livre d'Abraham autant qu'il le souhaite. Canche va lui inculquer donc les fondements de la science hermétique, en particulier la véritable nature de la materia prima, qui est l'agent initial de l'opération alchimique. Et après plusieurs mois passés en Espagne, Flamel et Canche vont repartir pour la France. Malheureusement, Canche va décéder en chemin du côté d'Orléans après 7 jours d'agonie. Mais pendant cette longue semaine, Canche va pouvoir transmettre la totalité de son savoir ésotérique, alchimique, à son ami. Flamel remonte donc à Paris et rentré chez lui avec l'aide de son épouse, il va mettre en pratique ses enseignements et on dit qu'il aurait réussi le 17 janvier 1382 à créer la materia prima. Puis, les époux parviennent à maîtriser l'œuvre au blanc, c'est-à-dire à changer une demi-livre de métal en argent pur. Puis, le 25 avril de la même année, les Flamel réalisent l'œuvre au rouge en transformant une demi-livre de métal en or pur. Dans son livre des figures hiéroglyphiques qu'on lui attribue, Flamel prétend avoir réitéré l'expérience de l'œuvre au rouge par 3 fois. Et on dit que c'est grâce à la richesse prétendument acquise par sa pratique de l'alchimie que les Flamel vont pouvoir financer divers dons et constructions pieuses. Alors ça, on en trouve justement aussi très précisément la trace, en plus des différents actes administratifs dont je vous parlais. Donc par exemple, en 1389, Nicolas Flamel va faire construire et décorer l'une des arcades du cimetière des Innocents, du côté de la rue de la Lingerie. Et justement, sur cette arcade, on va y trouver gravé un homme encapuchonné de noir qui figure la mort, les initiales de Nicolas Flamel en lettres gothiques et un poème et des inscriptions religieuses exhortant à la piété. La même année, il va financer la réfection du portail de Saint-Jacques-la-Boucherie
dans lequel certains ont vu de subtiles références alchimiques, notamment 8 anges musiciens sculptés sous lesquels Nicolas et Pernelle sont figurés, représentés en prière au pied de la Vierge Marie, qui elle-même tient une grappe de raisin, symbole de la materia prima. On y voit aussi l'agneau divin que désigne Saint Jean-Baptiste, symbole du soufre caché, ainsi que les 2 coquilles de Saint Jacques, qui rappelleraient son précédent pèlerinage pour découvrir les secrets du livre d'Abraham. Alors Pernelle va mourir malheureusement en 1397 et juste avant sa mort, la famille de Pernelle va essayer de faire annuler le legs mutuel entre les époux. Finalement, Nicolas Flamel va finir par gagner son procès et grâce avec cette fortune qu'il va réussir à conserver, il va financer d'autres constructions dévotes et va s'engager aussi dans de nombreux investissements immobiliers à Paris. Notamment, il va faire construire plusieurs maisons qui sont destinées à accueillir des pauvres. Et notamment, et celle qui d'ailleurs est visible, et d'ailleurs qu'on appelle la maison Flamel, mais sans qu'il n'y ait jamais habité, c'est la maison que vous allez trouver 51 rue Montmorency à Paris, et qui est, a fortiori, la plus vieille bâtisse encore existante de l'époque à Paris. Et dans cette, au-dessus, on va dire, de l'entrée, donc sur le linteau, on voit encore l'inscription qui, outre les initiales de Flamel et diverses figures décoratives, porte l'inscription « Nous, hommes et femmes laboureurs, démourants au porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit soit dire tous les jours un Pater Nostré et un Ave Maria en priant Dieu et que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trespassés. Amen. » Donc cette maison, qui est baptisée Maison de Nicolas Flamel, accueille aujourd'hui un restaurant gastronomique qui s'appelle l'Auberge de Nicolas Flamel. Donc vous pouvez la visiter de l'intérieur, mais à condition de réserver une table. Donc voilà. Donc ça, c'est une des traces très concrètes que vous trouverez de l'existence de Nicolas Flamel à Paris. Alors Nicolas Flamel va mourir le 22 mars 1418, jour de l'équinoxe de printemps, où la nature se réveille de son hibernation et où les influences sont favorables à l'accomplissement du grand œuvre, à savoir la réalisation de la pierre philosophale. Il va être enterré sous l'église Saint-Jacques-la-Boucherie et sa pierre tombale va être installée sur un pilier au-dessous d'une image de la Vierge. Pendant la période révolutionnaire, vers 1797, cette église va être détruite et la pierre tombale va cependant être conservée, rachetée par un antiquaire à une marchande de fruits et de légumes qui était dans la rue de Saint-Jacques-la-Boucherie et qu'elle utilisait comme un étal pour mettre ses épinards. Donc ça, c'est, on va dire, l'histoire un peu drôle. Et cette pierre tombale va être rachetée en 1839 par l'hôtel de ville de Paris. Et aujourd'hui, cette pierre tombale, vous pouvez la visiter, la voir au musée de Cluny. Donc là aussi, une trace très concrète de l'existence de Nicolas Flamel. Et ces ossements, ainsi que ceux de son épouse qui a été inhumée avec lui, sont alors transférés aux catacombes de Paris. Voilà, donc vous voyez, c'est en fait ce qu'on a pu en fait, ce que des chercheurs ont pu analyser par la suite, c'est que finalement c'est quelqu'un à qui on a prêté une richesse immense et a priori on va dire accumulée dans un temps très très court. Donc c'est ce qui a vraiment on va dire posé question et qui a vraiment fait le lit de cette légende alchimique. En réalité, on sait que c'est que finalement ces œuvres, ces dons, etc., étaient quand même relativement modestes. Et par son testament, donc comme je vous disais, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, il a fait des legs, mais de montants peu élevés. Donc on a a priori quand même assez surévalué, on va dire, sa fortune. Mais c'est ce qui a fait véritablement quand même que ça a fait cette réputation entre, on va dire, écrite, transportée, transformée par différents auteurs entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, donc cette période faste de l'alchimie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la légende va jusqu'au bout pour prétendre que
Nicolas et son épouse Pernelle auraient atteint l'immortalité, puisqu'ils ont réalisé le grand œuvre et seraient devenus immensément riches, donc avec la pierre philosophale. Il y a même un certain Paul Lucas, qui était un célèbre voyageur du temps de Louis XIV, qui assure avoir croisé le couple. Donc ça, c'est le truc un petit peu classique. Et on dit même que le couple fortuné aurait prétexté donc sa mort et quitté la France pour la Suisse. Et oui, déjà à l'époque, on allait faire de la défiscalisation en Suisse. Donc Nicolas aurait attendu 20 ans pour rejoindre Pernelle dans les montagnes suisses, sans parler du trésor enfoui sous la tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, ce trésor qui consistait en un coffre de cèdre contenant le livre original d'Abraham et des échantillons de la poudre de projection, suffisant pour changer l'océan en or si l'océan était en mercure. Voilà, donc la légende va jusqu'au bout du bout. Donc aujourd'hui, et pour finir sur, on va dire, notre balade alchimique, un autre lieu que vous allez pouvoir visiter et qui est intimement lié à l'histoire de Nicolas Flamel, c'est la tour Saint-Jacques de la Boucherie, qui est l'unique vestige qui reste de l'église, puisque je vous disais qu'elle a été détruite pendant la période révolutionnaire. Et donc, d'ailleurs, au passage, pourquoi Saint-Jacques de la Boucherie? C'est parce que en fait, à l'époque, la corporation des bouchers était immensément riche et très très puissante, très très proche des réseaux de pouvoirs locaux de la capitale. Et la corporation des bouchers siégeait dans l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, cette église, en 1509, va être, on va dire, complétée d'un nouveau clocher dans le style gothique dit flamboyant, donc construite par Jean de Félin, Julien Ménard et Jean de Révier. Et sa construction va s'achever en 1523. Voilà. Et donc, on dit que c'est, je vous rappelle, sous cette église disparue, que Nicolas Flamel et son épouse ont été inhumés, d'où son nom, en fait, de délicieux beffroi de Nicolas Flamel. Mais l'histoire de la tour Saint-Jacques, ça n'est pas que Nicolas Flamel, c'est aussi d'autres éléments très intéressants. Par exemple, Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et physicien, va effectuer des expériences dans cette tour sur la pesanteur de l'air entre 1647 et 1648. Et donc, il va notamment utiliser du mercure pour mesurer la pression atmosphérique. Ensuite, cette tour va devenir un bien national. Et donc, le clocher va être conservé et il y a un entrepreneur du nom de Dubois qui va y établir une fonderie de plomb de chasse, c'est-à-dire une tour à plomb, puisqu'en fait, les 50 mètres du clocher, oui, puisqu'elle fait 54 mètres de hauteur, sont suffisants pour que les gouttes de plomb refroidissent et forment des billes à l'arrivée. Ça, c'est aussi, on va dire, une anecdote intéressante. Et à l'emplacement de l'église, en 1824, on va construire un marché couvert pour le linge et les habits. En 1836, la tour va être rachetée par la ville de Paris. En 1850, on y aurait même installé un phare pour illuminer tout le quartier avec la lumière électrique. Et en 1853, le baron Haussmann va mener les travaux qu'on lui connaît et notamment ces travaux vont mettre en valeur la tour par l'aménagement de la rue de Rivoli et du boulevard Sébastopol et la création du square qui aujourd'hui entoure la tour Saint-Jacques. Ensuite, une station météorologique va y être déployée en 1891 et aujourd'hui, cette tour, vous pouvez la visiter. Alors, vous ne pouvez pas la visiter tous les jours de l'année, elle n'est ouverte que du mois de mai au mois de novembre. Et elle est vraiment intéressante à voir parce que vous allez pouvoir observer dans son style gothique, aux angles de sa terrasse qui se situe tout au sommet, les statues qui représentent les saints évangélistes comme Marc, le lion, Luc, le taureau, Jean, l'aigle et Matthieu, l'ange. Voilà. Vous allez aussi trouver une statue de Saint Jacques le Majeur, qui était donc le saint... le saint pour lequel on a construit l'église de Saint-Jacques. Voilà. Et puis, c'était pendant très longtemps un des monuments les plus hauts de Paris. Voilà. Mais pour ça, il va falloir aussi que vous gravissiez les quelques 300 marches, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 16 étages. Donc, autant vous dire qu'il faut être plutôt en bonne condition physique si vous avez envie de profiter de la vue inoubliable, puisqu'en fait, c'est vraiment un point de vue panoramique exceptionnel, la tour Saint-Jacques de la Boucherie.
Donc voilà, donc en résumé, si vous allez à Paris prochainement et que vous avez envie d'aller sur les traces de Nicolas Flamel, rendez-vous dans le 4e arrondissement pour flâner dans la rue Nicolas Flamel, dans la rue Pernelle, pour aller voir la Maison Flamel, rue Montmorency, peut-être manger dans le restaurant gastronomique l'auberge Nicolas Flamel, allez voir la tour Saint-Jacques et pourquoi pas, faites un petit tour aussi par le musée de Cluny, mais ça c'est dans le 5e arrondissement, qui est vraiment un musée magnifique et dans lequel vous retrouvez notamment la tenture dite de la Dame à la licorne, que je vous conseille fortement. Nous sommes arrivés au bout de l'horaire. Alina, il est 11h21, j'ai même dépassé d'1 minute. Alors j'espère que cette visite quelque peu alchimique vous aura enchanté. Et moi, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles pérégrinations ésotérico-parisiennes. Waouh, vachement bien dit. Hein. N'est-ce pas? Je l'ai écrite, la phrase. Ah, d'accord. Ésotérico. Ah non, j'adore. Ésotérico. En tout cas, c'était passionnant, ma très chère Vera. Alors, l'histoire de Nicolas Flamel me fait quand même penser un petit peu, dans le même esprit, à l'abbé Saunière, avec la découverte de ce trésor près du village de Rennes-le-Château. Oui. Tu trouves pas qu'il y a des similitudes quand même entre ces deux personnages? Oui. On retrouve effectivement plein de choses mystérieuses. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est encore plus passionnant, comme quoi l'histoire se répète. Exactement. Merci à toi vraiment Vera pour cette magnifique chronique. Bien avec grand plaisir. Les amis, n'oubliez pas, vous pouvez également contacter Vera par mail si vous souhaitez recevoir son plan, parce qu'elle n'a pas tout dit dans le plan, Vera. Il est magnifique le plan, mais c'est vrai. J'ai sauté, parce que sinon à midi, j'y étais encore. Et oui. Donc si jamais vous voulez son plan, il ne faut pas hésiter à lui écrire. Donc c'est Vera, VERA, @radioantasia.fr les amis. Voilà. Eh ben, merci pour votre attention et puis je vous fais plein de grosses bises et bon dimanche à tous. Merci à toi, ma très chère Vera. Ciao. Eh bien, les amis, on va faire une petite pause musicale et j'ai promis sur le chat, notamment à Ophélie, de transmettre une info assez étonnante et je pense que les fans de TikTok vont adorer l'info que je vais révéler là dans quelques minutes et ensuite on parlera de l'actualité et The Witch, les amis. Donc on se laisse pendant quelques minutes et je vous passe le titre donc de Eivor. C'est un titre que j'aime énormément et je trouve qu'il va bien en corrélation avec l'ambiance et l'univers un petit peu alchimique, witchy et tout. Donc on se laisse et on se retrouve d'ici quelques minutes. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est en toi. Il est 11h27 et je suis de nouveau à l'antenne. Alors je vous ai promis une pépite. Alors une pépite, on va dire oui et en même temps on va dire non parce que c'est quand même un truc de dingue qui arrive depuis quelques jours en France. Une toute nouvelle application TikTok qui s'appelle TikTok Lite. Donc Lite, on l'écrit L-I-T-E. Alors qu'est-ce que TikTok Lite? Eh bien c'est une nouvelle application reliée à TikTok qui permet aux utilisateurs, donc aux viewers, qui créent un compte spécialement sur cette application, d'être rémunérés en regardant des vidéos sur TikTok. Alors c'est une grande première, c'est énorme. Jusqu'à présent, c'était plutôt les créateurs de contenu qui étaient payés pour que plus ils étaient regardés, plus ils étaient payés grâce à la publicité, aux annonceurs, etc. Et bien là, maintenant, TikTok a décidé de lancer cette application pour permettre aux personnes qui regardent le contenu d'être payées et rémunérées. Alors, ils sont rémunérés d'une manière assez particulière. Ils proposent certaines choses assez particulières, notamment vous pouvez faire des jeux, des choses comme ça. Plus vous allez passer de temps sur TikTok Lite, plus vous serez rémunéré. Mais attention, c'est pas de l'argent en fait, ça va être des bons d'achat, notamment sur Amazon. Donc le site Amazon, a priori, il y a une sorte de corrélation entre Amazon et TikTok Lite, en tout cas en Europe notamment. Et alors, le gros problème avec cette application, enfin, on va dire le gros plus, c'est que on pense aux viewers. Pour une fois, on pense aux viewers, parce que quand on est addict des réseaux sociaux, et notamment de YouTube et de TikTok, de Instagram, eh bien enfin, on va-t-on dire, on a la possibilité, en écoutant, en regardant tous ces contenus, d'être nous-mêmes rémunérés, ou en tout cas d'avoir des cadeaux, des récompenses, parce qu'on passe un petit peu de temps, même beaucoup de temps pour certains. D'ailleurs, c'est aussi le problème de l'addiction.
quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux, on est rémunéré, on a des cadeaux, etc. Une chose qui est quand même assez rarissime à l'heure actuelle, quoi. Parce que généralement, c'est plutôt les créateurs qui sont rémunérés. Sachez qu'il y avait, à l'ancien temps, les créateurs n'étaient pas rémunérés. Sachez-le, sur les réseaux. C'est ça quoi 6 ans, 10 ans à peine, le fait que des youtubeurs puissent être rémunérés, sur Insta qu'on soit rémunéré, sur TikTok qu'on soit rémunéré en tant que créateur, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Avant, quand on était passionné par quelque chose et qu'on le partageait, on était content de le faire, on était content d'être créateur et on n'était pas du tout payé pour ça. Aujourd'hui, ça devient un vrai business de fou. Aujourd'hui, vous aurez une chaîne YouTube et puis vous pouvez vous en mettre plein les poches si vous êtes endurant et que vous y consacrez pleinement de votre temps. Mais bon, ce qu'il y a quand même de bien avec cette nouveauté, c'est qu'il y a une possibilité effectivement d'être rémunéré gratuitement, d'être récompensé, va-t-on dire, en ayant des bons d'achat sur Amazon notamment. Alors j'ai fait quand même des petites recherches, j'ai appris ça il y a quelques jours parce que ça a à peine 2-3 jours cette nouveauté, donc je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que je vous l'apprends ce matin, si vous êtes fan de TikTok, peut-être que ça va se développer. On ne sait pas, mais en tout cas, cette application est interdite aux mineurs pour le moment. Je pense que ça va durer, et ce qui est tout à fait légitime, parce que quand même, ça devient assez hallucinant quand on voit l'évolution. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Alors, je suis mitigée parce qu'il y a aussi des lois qui protègent bien plein de choses au niveau des utilisateurs. Le fait d'être constamment connecté comme ça à des vidéos comme TikTok, moi je l'ai vécu personnellement, je connaissais pas TikTok et il m'est arrivé quelquefois de me retrouver à passer ma journée entière à scroller. Donc scroller, ça signifie regarder des vidéos, parce qu'avec votre doigt vous passez les vidéos et vous voyez pas du tout le temps passer, c'est un truc de fou. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit punaise, mais on est déjà à cette heure-ci, alors que j'ai l'impression d'y avoir été que, allez, à peine 30 minutes, mais j'avais passé des heures et des heures et des heures dessus. Et c'est comme ça qu'on perd du temps aussi. On dit qu'on n'a jamais de temps de faire quoi que ce soit, mais en fait, on le perd ce temps à regarder des choses inutiles pour la plupart. Après, moi, je découvre aussi quand même pas mal de créateurs magnifiques, donc bon, j'essaie de me modérer. Et je me dis qu'avec l'application TikTok Lite, si en plus j'ai des bons sur Amazon qui vont me permettre d'acheter des livres et plein de choses comme ça, et même d'avoir des livres gratos parce que je passe mon temps sur TikTok, je me dis jusqu'où ça risque d'aller. Donc c'est pour ça, quelque part, là je vous donne une actu qui est toute fraîche. Je ne sais pas si vous connaissiez cette actualité, mais en même temps, je vous dis de faire attention, de faire gaffe. Et puis si ça se trouve, cette application, elle va pas rester in aeternam en libre accès. Donc il y a vraiment des lois qui sont en train d'être vues pour pouvoir voir, pour interdire cette nouvelle application. En tout cas, elle fait fureur depuis quelques jours. Les gens, ils sont choqués, ils sont hallucinés. C'est tout nouveau. Les viewers, ils sont comme des fous, notamment les grands fans de TikTok. Parce que je peux vous dire que on ressent vraiment une différence, mais majeure, entre tous les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, Facebook commence à descendre, mais puissance infinie. Moi, j'ai des souvenirs de pages Facebook qui avaient par exemple 5000 abonnés, qui étaient constamment vus, likés, partagés, commentés. Je vois même des pages Facebook qui ont 10 000 vues, qui ont que, une vingtaine de likes, alors qu'ils ont quand même 10 000 abonnés sur leur page Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus trop le réseau social où il faut aller. Là où ça se développe beaucoup plus depuis quelques temps, bien sûr, c'est Instagram, vous l'aurez compris, mais surtout c'est TikTok. Tout le monde va sur TikTok. C'est un truc de malade. Même, je peux vous dire un truc, énormément de praticiens de la communauté française se sont mis sur TikTok, et d'autres même du milieu EzoWitch qui ne faisaient pas du tout de vidéos, de choses comme ça, se sont mis à faire des vidéos, à faire du contenu sur TikTok. Donc moi je connais pas mal d'anciens Arcadiens par exemple qui se sont mis à TikTok et qui créent des contenus très très beaux, et moi j'ai un compte et en fait je ne crée pas de contenu, mais je partage les contenus, et je trouve aussi que c'est vachement bien TikTok par rapport à ça, chose qu'on ne voit pas trop dans les autres réseaux sociaux de la même manière, je trouve.
C'est bien engagé à ce niveau-là. Mais donc attention, oui c'est une nouveauté, oui ça promet peut-être du bouillon pour les fanas de TikTok, mais en même temps, il faut faire gaffe parce que l'addiction, ça peut aller très très loin. Et je peux bien imaginer, hein, bien sûr, on se dit oh là là, je vais regarder des vidéos, et puis derrière, je vais avoir des bons d'achat, notamment pour Amazon, et comme ça, je vais pouvoir acheter plein de livres gratuits et tout, notamment des livres, mais pas que. Et c'est vrai que ça peut donner envie d'aller encore plus loin. Le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas rémunéré à des millions. Hein. Bien évidemment, il faut en regarder des tas pour avoir un minimum de pécule et un minimum de bons d'achat, de réduction pour acheter des trucs sur Amazon notamment. Alors je vous parle beaucoup d'Amazon parce que c'est vrai que c'est vraiment le truc relié à TikTok Lite. Et c'est ce qui fait vraiment le plus fureur concernant la récompense. Donc il faut associer ce compte TikTok Lite à votre compte Amazon. Mais encore une fois, Amazon fait aussi autre chose. Je ne sais pas si vous le saviez, vous pouvez créer un compte Amazon spécial pro, même en tant qu'amateur. Et imaginons que vous achetez énormément de livres sur Amazon, eh bien vous pouvez aussi donner votre avis sur ces livres-là. Et quand les gens cliquent sur le lien de votre avis, en découvrant votre avis sur Amazon, eh bien vous êtes payé aussi. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc il y a plein de possibilités maintenant pour faire plein de choses à la maison et être rémunéré en faisant des choses qui nous passionnent. Donc voilà, pour la première grosse actualité, donc TikTok Lite. C'est une information, je ne vous incite pas forcément à aller télécharger l'application, mais sachez que ça existe. C'est un petit peu quand l'IA est arrivée avec ChatGPT, que j'ai découvert ça moi aussi, j'ai eu envie de vous en parler à l'époque. Donc ça se développe pas mal aussi, hein, ChatGPT, mais pas que. Hein. L'IA se développe aussi pas mal. Il y a du pour, il y a du contre. Et c'est comme tout, en fait. Il faut de l'harmonie et il ne faut pas non plus abuser des choses. Donc Ophélie, pour la petite actu, hein, voilà, c'est ça. Donc c'est TikTok Lite. Donc je vais le noter sur le chat. Comme ça, vous voyez exactement comment ça s'écrit. Oh, je vois que je reçois des messages. Rien à voir. Ok. Donc, autre actu, et pas des moindres, je reçois pas mal de messages en ce moment de Marc Neu, parce que je suis abonnée à ces newsletters. Certainement vous aussi. Hein. Donc, vous avez dû voir passer quelque chose qui est en train de se monter, et c'est juste magnifique. Il va se passer un truc le jeudi 25 avril, et oui, entre 20h et 21h, il y a une soirée événement organisée par Marc Neu, un webinaire gratuit et qui nous propose de découvrir les mystères et les secrets du pendule. Et donc Marc, pendant une bonne heure, va vous faire découvrir dans ce webinaire gratuit toutes les belles choses autour du pendule. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous transmettre le lien sur le chat. Et bien sûr, quand il y aura la rediffusion de cette émission en replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. D'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous à tous les enchanteurs qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Ça continue à monter en abonnés. Vous êtes adorables, les amis, vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment, il y a plein de belles choses qui arrivent. Notamment, toutes les chroniques de Cadarn vont arriver aussi prochainement. Je vais faire ça pendant tout cet été. Comme ça, vous aurez du contenu régulièrement, notamment avec la chronique de Cadarn et la Bretagne de A à Z. D'ailleurs, Cadarn nous concocte de jolies choses aussi, parce que vous savez qu'on arrive bientôt à la fin de l'alphabet, hein, puisqu'on était là aujourd'hui à la lettre W. Il reste X, Y et Z. Et après, Cadarn se lance, et pas tout seul. Vous allez voir, il est entouré d'une très très belle équipe également, pour nous concocter une nouvelle chronique qui promet du bouillon, les amis. Je ne vous dis que ça. Je n'en dis pas plus parce que ça va être la surprise. Je crois que c'est dans le tour de mai. Ça commence au mois de mai-juin, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Tu me diras, Cadarn, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Bref, donc comme je vous expliquais concernant Marc, voilà, donc c'est vraiment magnifique, un webinaire gratuit. Donc découvrez les mystères et les secrets du pendule, et vous pourrez ainsi poser toutes les questions que vous vous posez sur cet art magique. Et oui, le pendule, tout un art. Il y a beaucoup d'enchanteurs qui sont fans de cet art divinatoire, et je peux comprendre, hein, bien évidemment. Alors moi, personnellement, j'utilise pas le pendule de la même manière. J'ai découvert,
on va dire, le pendule plus ou moins au niveau de sa consistance et de son histoire et de sa manière de le faire et de le tester en réalité grâce à Torque. Quand j'ai été à sa session de formation gratuite dans la merveilleuse... dans le merveilleux bar-restaurant de Sandrine, le Moine Joyeux, d'ailleurs, qui est aussi un de nos partenaires. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller leur faire des coucous, à aller rendre visite à Sandrine donc, du Moine Joyeux en Normandie. Et donc, c'est là-bas, moi, que j'ai vraiment pu apprendre plein de choses autour du pendule grâce à Torque. Mais je me dis, pourquoi pas, effectivement, c'est une session qui est gratuite, qui est conviviale également, et on va très certainement être très nombreux. Parce que bien évidemment, il va nous parler de radiesthésie, du pendule et de tout cet univers très 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 passionnant et fascinant. On continue avec Marc, parce que ce n'est pas tout. Vous savez que Marc est un astrologue très très aguerri. J'ai même moi-même suivi différents cours avec Marc. J'ai acheté énormément de livres de Marc autour de l'astrologie. C'est un haut level, hein, Marc Neu, au niveau de l'astrologie, mais il n'est pas le seul, puisqu'il est entouré d'un énorme et éminent astrologue qui s'appelle Denis Labouré. Et Denis Labouré propose une animation vraiment hallucinante. Franchement, une formation de malade qui aura lieu entre le 1er juillet et le 5 juillet, donc le vendredi 5 juillet. Et en fait, vous allez devenir un astrologue comme à l'ancien temps. Tout un programme. Vous allez sortir dehors comme les anciens astrologues et découvrir sur le terrain comment faisaient les astrologues d'antan pour pouvoir un petit peu lire dans les étoiles. Et c'est juste magnifique. Et donc, c'est donc une formation qui dure quelques jours et qui va être, je pense, vraiment mémorable, surtout faite avec un astrologue aussi aguerri que Denis Labouré, parce que Denis Labouré a vraiment tendance à transmettre des études très très approfondies de l'astrologie traditionnelle. Et donc c'est vraiment hyper passionnant et percutant d'avoir Denis Labouré comme professeur d'astrologie. Je peux vous dire, on en prend plein les mirettes. Après, ça reste quand même du haut level. Donc si vous n'êtes pas trop habitué à des formations assez intenses et assez hautement explicatifs, va-t-on dire, en gros, vous y connaissez vraiment rien d'astrologie, vous risquez d'être un petit peu perdu. Mais en même temps, ils font quand même très bien le job, je trouve, parce que moi, j'y connaissais pas grand-chose et j'ai quand même réussi à faire mes armes, mes débuts en astrologie notamment, et à me passionner sur le sujet. Donc, quel est le programme de cette merveilleuse année, pas année, mais ces quelques jours d'astrologie intensif? Eh bien, le programme... vous allez être, comme explique la formation, vous allez donc être vraiment un astrologue. Vous allez vivre l'astrologie jusqu'au fond de vos tripes. C'est vraiment pas moi qui le dis, c'est la formation qui le dit. En plus des interprétations en aveugle de vos thèmes horaires, et oui, eh bien, vous allez avoir des extras supplémentaires. Vous allez donc être dans une salle également. Par quelques astuces très simples, vous apprendrez à reconstituer approximativement un thème sans éphéméride et sans ordinateur. Vous savez que c'est notre gros souci à notre période actuelle, c'est qu'on fait beaucoup de choses sur ordinateur. Moi-même, je l'avoue, je ne sais pas encore faire de thème à la main. Oh, Alina, c'est pas bien. Je ne sais encore pas créer de thème à la main, mais c'est vrai que c'est complexe. Et j'ai un logiciel pour ça que l'on reçoit en fait gratuitement quand on suit des sessions d'astrologie professionnelle. Et donc effectivement, en quelques clics, on a un thème tout prêt. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications qui le font aussi gratuitement en ligne, des sites qui le font gratuitement en ligne. Et donc, on ne se prend vraiment plus trop la tête à créer nous-mêmes nos thèmes. Mais imaginons que demain, il n'y a plus rien. Bon, on ne le souhaite pas. Mais imaginons que demain, on n'a plus du tout accès à Internet. Comment on fait pour créer un thème? Comment on fait pour rester astrologue? C'est pour ça que c'est important de savoir quand même faire les choses par nous-mêmes. C'est comme quand on fait un cheminement de witchy, on nous apprend à créer nos propres potions, nos propres remèdes, à connaître vraiment les vertus de toutes les plantes pour pouvoir justement vivre et puis cheminer dans ce cheminement de manière naturelle, comme à l'ancien temps. C'est un petit peu pareil pour un astrologue. Un véritable astrologue professionnel, il est censé savoir tout ça, il est censé lire dans les étoiles
en regardant le ciel et pas en regardant ces applications ou en allant sur Internet. Donc c'est pour ça quand vous me dites que je touche ma bille en astrologie, en fait non. C'est juste que j'ai énormément de contenu à la maison, j'ai fait énormément de reliance entre tout ce que j'ai appris, mais je ne pourrai jamais être un astrologue aussi intensément aguerri et traditionnel comme peuvent l'être certains astrologues qui font ça de manière instinctive et qui en prenant un stylo, vous leur dites votre date de naissance, votre lieu de naissance, ils vous font un thème en 2 secondes, 3 mouvements, quoi. Voyez, et puis ils arrivent à analyser votre thème juste en regardant la composition de votre thème sur un papier. Ça, je suis incapable. Donc, chaque chose en son temps. L'astrologie, ça prend toute une vie. C'est comme un cheminement, c'est comme tous les arts magiques que vous aimez. Ça prend toute une vie. C'est comme l'art du pendule, ça prend toute une vie de s'en servir. C'est comme la cartomancie, ça prend toute une vie aussi de s'en servir. On peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. Et on s'intéresse à tellement de choses, donc ça prend du temps. Voilà les amis, pour un petit peu remettre l'horloge au centre du clocher comme on dit. Donc cette formation a l'air vraiment magnifique. Bon, elle est un petit peu chère, je ne vous le cache pas. Elle fait 540 €. Mais vous pouvez la payer en 4 fois. Vous payez 4 fois 135 €. Et c'est un séminaire qui aura lieu l'été. Et j'imagine que ça peut être vraiment beau si vous ne savez pas encore quoi faire pendant les vacances, les grandes vacances. Ça peut être un joli cadeau que vous pouvez vous offrir, notamment. Donc ça aura lieu, où ça ? À Saint-Étienne, à ce que j'ai pu comprendre, une quinzaine de jours avant le séminaire, vous recevrez donc par courrier électronique la confirmation de votre inscription accompagnée de renseignements pratiques. Si vous souhaitez obtenir plutôt une confirmation orale de votre inscription, il suffit de m'envoyer un message électronique. Voilà, donc vous avez les informations. Donc je vais transmettre le lien donc, de la formation en question de Denis Labouré. Et je peux vous dire que c'est un énorme astrologue, Denis Labouré. C'est pas un petit astrologue, hein. Enfin, je vous dis pas ça pour faire genre, hein. Vraiment, c'est l'un des meilleurs astrologues de France, hein, Denis Labouré. Donc, je peux vous dire que Marc, il a été formé par Denis et il n'a pas été formé qu'à moitié. C'est un énorme astrologue, franchement. C'est que du bonheur de l'écouter. Et en plus, alors je sais pas si vous le savez, mais vous tapez Denis Labouré, hein, vidéo astrologie, il offre énormément de contenu gratuitement sur Internet. Donc déjà, vous pouvez aller voir qui est Denis Labouré si vous ne le connaissez pas et si vous vous intéressez à l'astrologie. On continue, donc connaissances indispensables. Donc ce séminaire est ouvert aux étudiants ayant déjà étudié quelques cours pratiques d'astrologie horaire, notamment aux éditions, les livres qui sont sortis aux éditions Spiritualité occidentale, et enfin ayant déjà fait connaissance avec le petit carré indien, par exemple avec le manuel d'astrologie divinatoire, des séminaires précédents ou même des vidéos relatives à l'astrologie horaire indienne. Donc il faut déjà avoir, là, ce que je lis, quelques connaissances en matière d'astrologie. Donc de toute façon, si vous connaissez Marc Neu, voilà, tout ce qu'il propose sur la toile, les nombreux livres qu'il a sortis, eh bien, vous allez très certainement apprécier, là aussi, ce contenu qu'il propose. Encore Marc Neu, parce que je peux vous dire que ce matin, ça n'arrête pas. Marc Neu, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. J'ai reçu un mail aussi des éditions... Je suis en train de chercher le mail. C'est un truc de fou. J'ai perdu le mail. Marc, où es-tu dans mon adresse mail? Marc a sorti un livre il n'y a pas longtemps. Ah là là, j'ai perdu le lien. Ah, je suis dégoûtée. Attendez. Merveillous. Mais un truc de fou, hein. Un truc de fou. Pardon. Et on est un petit peu stressé parce que forcément on est à l'antenne et on veut que ça aille vite. Il est 11h48, merveilleux. Il y a Marc qui a sorti un livre, là, il n'y a pas longtemps. Ah, ça y est, merci. Merci, j'ai été sauvée par le gong. J'aurais dû sortir le lien plus tôt. Vous voyez, je suis une courge. Bref, vous savez, Marc a créé plein de petits carnets, les carnets de sorciers. Et là, le 2 mai, donc dans pas longtemps, il nous sort un tout nouveau petit carnet de sorciers et ça a l'air passionnant. Et je pense que ce petit carnet pourrait magnifiquement rentrer en corrélation avec le petit séminaire sur la radiesthésie parce que le titre de ce futur livre s'appelle « Rituels et techniques de nettoyage énergétique des lieux ».
C'est tout un programme. Et donc ce livre sort le 2 mai. Et donc c'est un manuel pratique pour purifier et harmoniser votre espace de vie. Nous sommes constamment entourés d'énergie, qu'elle soit positive ou négative. Ainsi, tout comme un jardinier, prendre soin de son jardin est essentiel. Et comme le jardinier, il est essentiel de le nettoyer, équilibrer et de protéger l'énergie de notre propre environnement et de notre demeure. Donc dans ce carnet richement illustré, les amis, ça promet du bouillon richement illustré, vous découvrirez comment consacrer votre espace dédié à la magie, ainsi que le matériel nécessaire à chaque pratique. Et puis au fil des pages, vous serez initié à des techniques de visualisation, des prières, des rituels et des cérémonies qui vous aideront à créer un environnement favorisant la paix, l'harmonie et le bien-être, tout comme peut l'être, bien entendu, comme le dit le résumé du livre, un jardin. Donc là aussi, écoutez, je vais vous transmettre le lien de ce merveilleux livre à venir le 2 mai. Alors en plus, ce livre n'est pas cher du tout, il fait même pas 10 € en format Kindle. Si vous voulez en format Kindle, sinon il est à 14,90 € en format livre traditionnel, les amis. Voilà pour les actus. Et The Witch de la matinée, vous avez donc, il y a énormément de choses qui se passent autour de Rémi Hortz. Rémi sort de ce corps. Autour de Marc Neu. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Marc sur les ondes de la radio. Je crois même qu'on n'a pas parlé de lui du tout depuis que Antasia a été sorti, me semble-t-il, de mémoire. Donc là, on permet justement de profiter de cette émission pour le faire. Alors, il y a quelques temps de ça, je ne sais pas si vous avez vu sur le site radioantasia.fr, je vous ai mis une petite image toute mignonnette, un événement énorme, un événement que m'a transmis Mimi Mireille. L'année du castor, une année pour célébrer les castors. Donc vous avez très certainement dû, peut-être si vous êtes intéressé par les animaux notamment, cliquer sur ce petit lien. Et j'ai promis à Mimi que j'en parlerai lors d'un dimanche matin. Et c'est vrai que ce 3e dimanche du mois, la communauté The Witch, mais pas que, les événements, les sorties, tous les bons plans, tout ça, c'est dans cette chronique. Et j'avais envie donc de parler, bien évidemment, d'une année pour célébrer le castor. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce site ? C'est un site qui permet de mettre en action plein de belles choses autour des animaux. Et là, l'association SNPN de protection propose une colloque de portée nationale à Blois en décembre 2024, les amis, concernant le castor, un colloque scientifique qui s'inscrit dans la continuité de celui qu'ils ont organisé à Dole en 2019 par France Nature Environnement Bourgogne, Franche-Comté, duquel était ressorti un besoin d'une stratégie dite nationale en faveur du castor d'Eurasie. Et l'enjeu, en fin de compte de tout ça, de cette rencontre scientifique hybride, sera donc d'identifier le lien fort entre protection de l'espèce et les enjeux de restauration des écosystèmes. Tout un programme, je peux vous dire. Et donc, ça promet du bouillon. Donc, l'année du castor, c'est l'organisation d'événements sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire des sorties en nature, des ateliers pédagogiques, des conférences, des débats, des projections également vidéo, des documentaires, des reportages, afin de faire découvrir ou redécouvrir le castor et son rôle et même ses vertus pour les humains et les écosystèmes. Donc la SNPN et les partenaires de l'événement incitent donc toutes les associations spécialisées, les collectivités locales, notamment les naturalistes passionnés, les gestionnaires d'espaces naturels et bien d'autres à participer à cet événement, bien évidemment, et donc de transmettre l'information au plus grand nombre. Si la volonté des organisateurs est d'abord de faire rayonner les initiatives et la dynamique des acteurs locaux, c'est bien évidemment merveilleux de faire une promotion aussi magnifique par rapport au castor et à ses destinations du grand public. Donc par exemple, vous travaillez en milieu scolaire, parler du castor en 2024, c'est important, et pourquoi pas renseignez-vous sur tout ce qui va sortir autour du castor. Alors moi, quand je pense au castor, je ne sais pas vous, mais tout de suite, je pense à un dessin animé, La Belle et le Clochard. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
du passage dans La Belle et les Clochards, quand on a un castor en fait qui mange les morceaux de bois. Un passage quand La Belle et les Clochards s'enfuient tous les deux. Je crois que c'est La Belle et les Clochards. Ouais, de mémoire, me semble-t-il. C'est vraiment l'image marquante moi, que j'ai du castor. C'est vrai que je ne me suis jamais forcément intéressée à cet animal. Donc, un grand merci à Mimi Mireille pour cette information magnifique et étonnante, parce que je trouve que c'est vraiment merveilleux de mettre autant en avant les animaux, et notamment une espèce comme le castor. On ne parle pas beaucoup du castor. Donc, et puis il y a aussi autre chose qui me fait penser au castor, c'est la fameuse émission qu'il y avait quand on était tout petit, je ne sais pas si vous l'avez connue, c'est Père Castor, raconte-moi une histoire. Vous savez, ça faisait Père Castor, raconte-nous une histoire. Je regardais ça quand j'étais petite aussi. Alors, j'ai pas regardé beaucoup, mais je m'en souviens. Je m'en souviens de ce dessin animé. C'était merveilleux. Il y avait des enfants qui écoutaient le Père Castor raconter des histoires. Voilà, les amis. Voilà pour les actualités de la matinée. Bien sûr, sans oublier, bien évidemment, notre merveilleux Torque, alias David Lecoeur, qui propose, comme vous le savez, depuis à partir du dimanche 28 avril, l'exposition Magie Noire, Magie Blanche en Normandie, bien évidemment au musée de Vire en Normandie. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà, les amis, réserver vos places, voir avec Torque. Aussi parce que je sais que c'est Ophélie qui a gagné le magnifique jeu concours. Donc je partage le lien et je le partagerai également sur nos réseaux. Je l'ai promis à Torque, donc je partagerai le lien sur les réseaux également. Donc à ne pas oublier, puisque l'exposition à Vire, au musée de Vire, commence le 28 avril, donc dimanche prochain, les amis. Donc Torque va être grandement sollicité. Et oui, parce que ça dure quand même jusqu'au 12 mai, même plus je crois, de mémoire. Ça dure plusieurs mois, me semble-t-il. Mais quand même, ça promet du bouillon pour cette exposition magique autour de la magie. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, me semble-t-il, de mémoire. Je regarde un petit peu... voilà, tu vois, Cadern le disait, j'avais Père Castor. Voilà, je ne suis pas toute seule, merveilleux. Je regarde un petit peu vos messages. Il y a Sylvain qui dit bon dimanche. On te fait plein de gros bisous, Sylvain. On t'embrasse bien bien fort. Et on te souhaite un magnifique week-end également. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. C'est comme ça que l'émission se termine, les amis. Et oui, c'est merveilleux. Donc, plein de belles formations en perspective. Donc, que du bonheur. J'ai aussi Zillion, pour info, qui m'a partagé un magnifique poème sur le pissenlit. Et quand le site sera en ligne, le nouveau site, je croise les doigts, j'espère le mettre en ligne pour le 1er mai, vraiment. Je peux vous dire, je travaille d'arrache-pied. C'est que je ne suis pas super à l'aise avec cette application-là de site, donc ça me met beaucoup de temps. Et aussi, au passage, une grosse actu, j'ai proposé à certains enchanteurs, d'ailleurs si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer, de proposer des articles littéraires. Donc s'il y a des livres que vous avez aimés et que vous souhaitez les partager, on les mettra sur le site, le futur site de la radio. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Donc c'est contact@radioantasia.fr. On créera un article de votre ressenti autour du livre de votre choix, sur le thème de votre choix, puisqu'Antasia est ouvert à vraiment plein de possibilités autour des univers. Donc si vous voulez parler de fantasy, vous avez lu un livre sur la fantasy qui peut être relié aussi à la magie ou à l'enchantement, c'est grandement bienvenu. Sans oublier, bien sûr, tous les livres ésotériques, magiques, tout ce qui est en lien avec notre univers, c'est grandement apprécié. Donc le site mettra en avant pas mal d'articles à ce niveau-là. Et je remercie grandement Sylvain, qui donc fait partie de la team, vous le savez, la team de Radio Antasia, et notamment il prête sa voix aux chroniques de Cadern, donc je le remercie grandement pour ça, parce que c'est vraiment très beau aussi ce que propose Sylvain. Et donc Sylvain là m'a envoyé plein de contenu pour créer de beaux articles sur le futur site de la radio. Et Isilion m'a envoyé un magnifique poème sur le pissenlit. Comme je vous dis, le pissenlit, sur le chat, me suit en ce moment. Il se passe plein de choses autour du pissenlit. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je l'ai dit sur le chat, mais je ne sais pas si vous avez entendu dans la chanson de Rémi Hortz, il parle même de pissenlit, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pissenlit, les amis? Mystère et boule de chewing-gum. Bref, peut-être un truc à creuser, comme disait Robert. Donc voilà, les actus, c'est fini.
Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez raté le début de l'émission, elle sera donc en rediffusion cet après-midi à partir de 16h. Et sinon, est bien disponible sur notre chaîne YouTube à partir de demain, en fin d'après-midi, sur Antasia TV. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Antasia TV. On est plus de 230 abonnés. Je vous en remercie grandement. Comme chaque dimanche soir, on ne rate pas Eric Cooper entre 20h et 21h. Et aussi à partir de 21h jusqu'à 23h, Luc et Mylène avec leur émission Talk Show. Faut qu'on en parle, les amis. Gros bisous, bon dimanche à toutes et à tous. Et que la magie, surtout, vous accompagne toujours. Ciao et bon dimanche.